C'est le moment où les jeunes travaillent, hein, l'été, petite jobine. Moi, j'ai moi-même commencé dans une cafétéria à servir à l'époque ce qui s'appelait des slush puppies. Ça existe encore, des slush puppies? Oui, ça existe. C'était dans une marina, hein, où les gens se baignaient à la plage et se servaient des slush. Et je servais aussi des hot dogs steamés, mais particularité, c'était des hot dogs steamés au micro-ondes. Voilà, c'est ça. On a les jobs qu'on peut quand on a 16 ans, n'est-ce pas? Et un jour, il sera un grand animateur radio. En 2025, les jeunes, ils travaillent aussi à l'épicerie puis dans les restaurants et un peu partout, mais beaucoup d'entre eux veulent devenir influenceurs. Bon, c'est la chose là actuellement. Comment est-ce qu'on devient influenceur? Est-ce qu'on devrait devenir influenceur? J'en parle avec quelqu'un qui se rapproche probablement aussi proche que possible d'une rock star du milieu de l'influence au Québec. Jérémy Grandmont est avec nous en studio. Jérémy, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de l'introduction. Je t'en prie. Écoute, on a un public qui te connaît peut-être moins là, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeunes. Enfin, il y a plein de jeunes, mais je pense que notre public... Donc, tu es consultant en marketing d'influence. Tu as développé un cours, notamment, que tu donnes au cégep de Trois-Rivières. Et tu es, je pense qu'on peut dire, un influenceur. Là. Je sais pas si tu te désignes toi-même comme ça. Ben, c'est tout le temps ça. Quand on arrive à influenceur, on est comme, est-ce qu'on est créateur de contenu, influenceur? On dirait que c'est qu'est-ce qui fait jaser aussi en ce moment. Moi, je pense que oui, en tant que tel, je peux être influenceur dans mon domaine, c'est-à-dire parler aussi de marketing d'influence. Mais je pense surtout que être influenceur, c'est la résultante de la création de contenu d'un créateur de contenu. Donc, on développe une influence à force de créer du contenu, ce qui nous donne un certain pouvoir de diffusion qu'on a en ligne. C'est pour ça qu'on dit influenceur, mais est-ce qu'on peut devenir influenceur du jour au lendemain? Non, il faut quand même bâtir. C'est effectivement un drôle de mot, influenceur, parce qu'à la limite, je suis un influenceur. Ma mère, elle m'influence sur on influence tout quelqu'un. La question de l'influenceur, c'est celui, je pense, qui a une tribune et qui influence plus que 12 personnes, là, qui influence, mais à la limite, n'importe quelle personnalité, Mark Carney est un influenceur, là, pourrait-on dire. Tu as commencé ce métier il y a quand même quelques années, Jérémy. Oui, j'ai toujours aimé la création de contenu, mais je dirais que depuis, un peu avant la pandémie, j'ai commencé à m'intéresser à TikTok, faire du contenu qui était pas si bon à l'époque, faut dire, mais je me suis amélioré au fil du temps. Donc, depuis 2020 environ, là, je fais du contenu. Puis, j'ai travaillé aussi en agence il y a de ça 2 ans. Pendant agence de publicité. Je travaillais pour Production J, en fait, qui représentait les créateurs. les créateurs d'occupation. Mais bref. D'accord. Et donc, est-ce que c'est plus facile? Parce que je sais, on a en studio Fred Bastien. Là, je veux t'inclure la conversation. Fred Bastien, que moi, j'ai connu drôlement parce que ma blonde, on fait tranche de vie, ma blonde représentait des influenceurs. C'était ça son travail. Elle est la fondatrice du Slingshot, là, Gabrielle, je te salue, elle nous écoute. Et elle représentait Fred. Moi, j'ai connu Fred parce que Fred était, roulement de tambour, un influenceur et il était représenté. Il est encore. Mais c'est ça, ça revient encore à la question. C'est un terme de communication qui existait il y a longtemps, là, le terme influenceur. Là, c'est devenu un terme marketing pour définir un peu une forme d'impact sur un auditoire. Mais effectivement, tu crées sur le numérique, puis ensuite, il y a un auditoire qui se rassemble autour de tes contenus, puis tu peux influencer ou non cette auditoire. Je pense que c'est facile comme étiquette là, d'en discuter comme on fait aujourd'hui. Là, t'sais. Mais ma question pour toi, Fred, puis pour Jérémy accessoirement, c'est que toi, t'as commencé ça 2012, 2015? Là, t'en faisais déjà quand je t'ai connu il y a longtemps. On en faisait avant que ça existe. C'est ça, le mot existait même pas. Jérémy a commencé ça en 2020. Ma question, c'est est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de devenir un influenceur que ce l'était, mettons, il y a 10-15 ans? T'entends-moi, j'ai ma réponse. Est-ce que la game a changé, Jérémy? C'est sûr que Fred pourrait peut-être corroborer sur ce qui était avant 2020, mais aujourd'hui, je trouve que même depuis les 5 dernières années, c'est devenu de plus en plus difficile de peut-être bâtir une grosse communauté, quoique c'est de plus en plus facile d'avoir accès à des outils qui mènent à bâtir une communauté, c'est-à-dire un téléphone cellulaire. Aujourd'hui, on peut faire des vidéos. Plus c'est facile, plus il y a de monde, plus exactement, c'est difficile. C'est le paradoxe un petit peu de dire il y a de plus en plus de monde qui se mêle au jeu, donc là, à un moment donné, prendre sa place devient difficile. Exact. Mais c'est facile de commencer. Les gens aspirent à ça maintenant, donc c'est sûr qu'il y a plus d'appelés. Mais à l'époque, le défi, c'était que rien n'existait, tout était à construire. Là, il y avait pas d'institution, il y avait pas. On fallait expliquer à chaque client ce qu'on faisait, comment on le faisait. Il y avait beaucoup d'éducation. Il y en a encore aujourd'hui. Mais un autre truc qui a beaucoup changé aussi, c'est les fameux algorithmes. Là, maintenant, on a eu une TikTokisation des médias sociaux. Puis il y a moins d'impact sur la fidélité envers le créateur. Tu sais, avant, on s'abonnait à quelqu'un sur YouTube, mais on voyait ses vidéos, puis on restait un peu dans l'algorithme de ce créateur-là. Alors que sur TikTok, maintenant, c'est plus le contenu en tant que tel qui va aller chercher les gens. Donc, on peut voir le contenu de Jay passer une fois, puis on le verra plus jamais si c'est pas ce contenu-là qui nous a attirés. Alors que, donc, autant il y a une plus grande saturation des plateformes, autant les diffuseurs de ces créations-là sont meilleurs pour aller chercher le consommateur via le contenu et moins là, le modèle d'affaires de la création en tant que tel.
Tu parles de TikTok. Moi, j'ai 43 ans. Là, dans mon univers, moi, je suis jeune. Là, mais bon, après, ça se débat. Mais tu comprends, mon point, c'est que je ne suis pas sur TikTok. Et dans ce sens-là, tu sais, j'ai l'impression, puis corrigez-moi, messieurs, vous savez ça mieux que moi, mais j'ai l'impression que TikTok, c'est une plateforme pour les plus jeunes, de la même façon que Snapchat l'a été à un moment donné. Moi, j'ai jamais embarqué. Tu sais, j'étais un vieux dinosaure là, de LinkedIn, Facebook. J'adore LinkedIn. Ouais, ma question pour toi, Jérémy, c'est, tu sais, il y a toutes ces plateformes-là. Toi, tu dis 2020, c'est TikTok t'es un peu une de tes portes d'entrée. C'est quoi ta réflexion? T'sais, faut-il être partout? Faut-il être sur une affaire? Comment tu développes justement à un moment donné une stratégie de dire je vais en mettre un peu là, puis je vais bâtir. Ce sont des communautés un peu distinctes là entre YouTube puis Instagram, puis comment tu réfléchis, mettons, ta stratégie de plateforme quand tu décides de mettre un contenu? Ben, c'est la question que beaucoup de gens se posent aussi. Ils veulent être partout en même temps. Il y en a même qui vont republier du contenu là, sur Instagram et TikTok, le même contenu en disant ben tant qu'à faire publier une fois, je vais publier le même contenu 2 fois, puis sur Facebook, allons-y, sur YouTube Shorts, allons-y. Puis faut-il faire ça? Ben, il y en a qui vont le faire, puis c'est une stratégie des fois qui peut fonctionner. On va être vu peut-être par plus de gens, mais moi j'aime dire qu'il faut se concentrer sur une plateforme à la fois, du moins maîtriser un peu l'art de créer une vidéo en premier lieu. C'est quand même dur de créer une vidéo qui est bonne, qui est percutante, qui a une bonne accroche au début, avoir l'attention des gens. Ça revient un peu à ce que tu disais, Fred, on a la TikTokisation du contenu, avoir l'attention des gens en ce moment. C'est très dur, donc c'est la monnaie d'échange un petit peu. C'est ça que les entreprises veulent, c'est ça qu'on veut tous avoir, l'attention. C'est pour ça des fois que le contenu plus long peut être intéressant, mais je pense qu'il faut maîtriser le contenu court pour pouvoir faire du contenu long. Puis aussi, si je peux te répondre, Francis, tu disais c'est pour les plus jeunes TikTok. Ben écoute, on a un TikTok de Cube là, qui est suivi par 28 000 personnes. J'ai eu une très bonne semaine récemment sur TikTok moi-même. Là, c'est toi qui me disais ça, que j'avais eu une vidéo de moi qui avait été très très populaire, mais je n'y suis pas. Oui, tu vois, j'en ai une de toi, là, 15 000 visionnements sur TikTok. Ben, c'est ça, il manque juste la personne derrière la vidéo. Moi, faut dire que je travaille aussi à la mise en ligne ici en régie, puis je vois les statistiques. Puis bon, sur TikTok, on a des gens de tout âge, là, incluant de 50 ans et plus. Là. Donc effectivement, je pense que pendant les premières années de cette popularité-là, oui, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de danse, beaucoup de jeunes adolescents qui consommaient TikTok. Je pense que ça a grandi avec la génération Z, mais on voit que ça touche maintenant toutes les générations. Il y a évidemment des gens, là, je sais pas s'il y en a qui nous écrivent, mais des gens qui diront, tu sais, mon enfant regarde des heures de TikTok ou Reels, là, tu sais, toutes ces affaires-là. C'est un peu niaiseux des fois. Tu sais, je sais pas, il y a des trucs plus ou moins niaiseux, mais il y a quand même beaucoup de... Il lève la main pour ceux qui nous écoutent. Je lève la main, mais il y a plein de gens vraiment. C'est niaiseux. Puis là, tu sais, en plus, dans certains cas, on regarde un gars qui joue à un jeu vidéo. Tu sais, c'est comme, c'est le bout du vide, là, entre guillemets. Puis tu sais, je dis, c'est pas moi qui parle, mais j'entends des parents, tu sais, qui vont dire ça. Moi, je vais sonner bien vieux, mais je suis né dans une époque où il y avait pas d'internet. Quand j'avais rien à faire, j'allais jouer dans la rue, tu sais, j'allais jouer dehors. Aujourd'hui, je pense que il y a un peu plus de sédentarisation des jeunes. Est-ce que c'est grave, docteur Grandmont, là, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à un parent là qui nous écoute là, puis qui est inquiet peut-être légitimement de tout ça? Ouais? Je commencerai à dire que je comprends d'où vient l'inquiétude. Bien évidemment, on est inquiet des choses qu'on comprend plus ou moins, des fois, ou qui sont nouvelles. Donc, je commencerai à dire peut-être s'intéresser à ce que votre jeune écoute. Tu sais, je ne suis pas docteur, comme on a dit un peu à la blague, le docteur Grandmont, mais il y a beaucoup de recherches qui se fait à ce sujet là aussi. Puis, tu sais, l'hyperconnectivité des jeunes, c'est un sujet qui est super discuté aussi en ce moment au sein de la recherche. Et de s'intéresser à ce que son jeune écoute, ça démontre déjà un intérêt, puis ça démontre aussi une ouverture que peut-être que son jeune va vouloir vous en montrer davantage. Tu sais. Puis c'est la base de tout. Tu sais, moi, je m'intéresse à plein de créateurs, de plein de sujets. J'en apprends beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. Autant dans le domaine de la santé, sociologie, plein de sujets. Et je pense que ça part de là. Et ensuite, l'inquiétude va diminuer, je pense. Et peut-être que le jeune va vouloir se filmer aussi en train de faire du longboard dehors, du skate, je sais pas, jouer au basketball, puis montrer ses passions, tu sais. Très intéressant. Puis tu dis, tu apprends des choses. J'apprends moi-même plein d'affaires en regardant. Tu sais, là, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de la saison, je me monte une van, là, genre van life. Puis honnêtement, j'ai tout appris sur YouTube, là, comme il y a des dudes qui te montrent step by step comment monter un système électrique, un système de plomberie, faire un plancher. C'est extraordinaire. Il y a quand même aussi beaucoup de désinformation, tu sais. Puis je veux pas nommer des noms, mais tu sais, notamment aux États-Unis, mais même au Québec, tu sais, des gens, tu parles en santé, là, qui disent vraiment n'importe quoi, qui font circuler de la fausse information, ça peut être même dans certains cas dangereux. T'as-tu comme, tu sais, je sais pas, t'es pas un politicien, là, Jérémy, mais tu sais, t'as-tu une réflexion là-dessus sur comment on peut éventuellement, je sais pas, est-ce qu'on devrait chercher à contrôler ce qu'on retrouve sur ces plateformes-là? Encore là, je pense que c'est une question qui est très complexe à répondre. Puis bien évidemment, je vais pas sortir une réponse de politicien en voulant pas y répondre, mais dans le sens où c'est sûr que
je pense que les gens qui sont dans le domaine de la santé ou les gens qui ont ces connaissances-là, de plus en plus, moi, j'en vois qui prennent parole, qui prennent action à vulgariser, à enlever la désinformation, à essayer de contrer ça. Je pense que surtout dans la sensibilisation du contenu, à aller vérifier nos sources, double valider, triple valider, je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui. En plus, avec l'intelligence artificielle, ça prend aussi une ampleur démesurée dans certains contenus. Donc, il faut aller valider ses sources. Il faut pas se fier à une seule vidéo d'une personne qu'on ne connaît pas avant même d'avoir vu cette dite vidéo-là pour nous guider dans nos choix. Je termine peut-être en vous demandant, parce que je réitère, moi j'ai connu une certaine génération d'influenceurs, plus YouTube, un peu Insta, tu sais, c'était comme Fred, tu sais, je te nomme, puis tu sais, maintenant t'es rendu ici, tu sais, à la radio. Voilà. Je pense à Lisande Nadeau, tu sais, qui est devenue une star de la télé, là, tu sais, je veux dire. Pas vraiment de la télé, mais sur le podcast. mais tu sais, qui est quand même dans un peu plus mainstream, tu sais, qui sont nés de l'internet, puis qui ont eu ensuite accès à un star system un peu plus conventionnel, j'aurais envie de dire. Puis je n'en leur enlève rien, mais je voulais un peu t'entendre. Est-ce que tu vois l'influence numérique comme une espèce de tremplin vers éventuellement faire de la télé, faire de la radio, faire d'autres formes de médias, disons, plus traditionnels, ou est-ce que c'est pas du tout une fin en soi? Ben, je pense que oui, puis je serais curieux même d'entendre la réponse de Fred à cet effet-là, mais moi, je pense que les deux doivent davantage se parler encore. Oui, je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit moins en silo. Je pense que juste en vieillissant, ces influenceurs-là vont avoir une diète médiatique différente, mais aussi, ça dépend vraiment de l'influenceur. Il y en a qui gagnent très bien leur vie sur Internet puis qui n'ont aucun intérêt à se retrouver sur d'autres plateformes. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais déjà dans les médias dits traditionnels. J'ai commencé à Musique Plus, j'ai commencé à faire des contenus sur Internet. J'ai toujours gardé un pied dans les deux domaines. Je suis extrêmement reconnaissant d'être à la radio ces temps-ci, mais je maintiens mes publications sur Instagram. Je suis dû pour faire une vidéo YouTube. Donc, il y a une question de quel influenceur va optimiser sa vie médiatique comment. Puis bon, je me sens privilégié de pouvoir voir ces deux domaines-là évoluer aussi parce que c'est important qu'on ait une culture commune au Québec puis des médias que les gens consomment, que ce soit sur Internet ou dans les médias traditionnels. Bon, Jérémy, je m'en voudrais de te laisser partir sans te demander un coup de cœur, une recommandation. Tu vas nous dire de te suivre toi, mais mettons des Québécois créateurs hot actuellement qu'on connaît peut-être pas assez, dont on parle pas assez. Donne-moi 2-3 noms. Là, je répète souvent les mêmes, mais ce temps-ci, Farnell Morisset, je pense que vous connaissez, j'adore son contenu. Je pense qu'il est très impliqué aussi dans, justement, la création de contenu au Québec, mais aussi dans plein d'autres sphères pour de la vulgarisation. J'aime bien l'AMD coloré, Michel Hood aussi, dans le domaine de la santé. J'aime bien Denis Martel aussi, qui parle beaucoup avec son balado aussi, dans le fond. Collaborateur régulier à l'émission. Exactement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, je pense bien qu'il était. Moi, j'aime bien Fred Bastien, Francis Gosselin. Je l'ai connu, moi, ça fait quelques années de ça, puis super pertinent aussi dans son contenu, mais aussi son passé en agence, tout ça. Puis bref, j'adore ce qu'il fait et il développe ça vraiment de main de maître. Donc, 3 personnes que je considérais quand même intéressantes, pertinentes à suivre. Vraiment intéressant, Jérémy, très articulé, très très riche comme échange. Je rappelle que tu es consultant en marketing d'influence, puis en plus que tu enseignes un cours en administration là au Cégep de Trois-Rivières, spécialisé dans cet univers-là. On aura certainement l'occasion de se reparler parce que c'est un univers qui bouge beaucoup.